Bonjour à toutes et tous. Il est 9h30 en ce samedi 22 juin 2019 et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Nous allons procéder à l'appel. Marcel Oulès présent, Pierrette Munier, Grégory Ateba, Présent. Fabienne Gilliot, Présent. Ali Bouchama, Soufi Kamdi, Présent. Caroline Dumont, Présente. Eddie Popote, Présent. Martin Bernada, pouvoir Marcel Oulès, Bertrand Carlin, Je peux prendre le pouvoir. pouvoir Pierrette Munier, Oui, pardon. Myriam Alalaoui, Présente. Kevin Orlaville, pouvoir Ali Bouchama, Thierry Rochette, Présent. En train de noter. Thierry Rochette, Présent. Lina Trac, Présente. Martine Zard, Présente. Georges Pambou, Georges Coulou. pouvoir Christian Veillet, Non, c'est ça qui est bien. C'est la fête de la C'est ça, c'est ça. Gaël Bouvier, Oui, présent. Hugo Wolanski. Présent. Merci. Comme à chaque début de séance, nous avons à choisir une ou un secrétaire qui serait volontaire pour ce poste, sachant que le dernier c'était Ali, je crois, oui c'est ça. Oui, c'était nous. Thierry. Thierry, moi j'ai fait le choix. Ouais, ça. Qui serait contre que ce soit Thierry Rochette? Qui serait pour? Qui s'abstiendrait? Pour. C'est très dur le samedi matin, je vois. Donc le secrétaire de séance sera Thierry Rochette. On doit faire le café à 9h15. C'est la fête de la musique? Hier soir. Oui, non, c'est hier soir. Je fais passer la feuille de présence que vous avez signée, s'il vous plaît. Et avec le dossier d'ordre du jour, vous avez eu le procès verbal de la séance du conseil du 25 février. Non, il y a une erreur. Le 15, il y a un bug, je crois. C'est 15 avril. Il y en a deux? Non, il y en a qu'un. C'est 5 avril. 5 avril, je l'ai pas vu. Donc on corrigera déjà la première phrase. Alors donc je précise, c'est bien le conseil municipal du 5 avril 2019. Avez-vous des remarques à faire? S'il n'y a pas de remarques, Le secrétaire de séance était qui? Parce qu'il y a deux noms Oui, différents. il y a deux noms différents. Je crois que c'était. oh, tu vas te différent. Moi c'était le précédent. Ben oui, mais c'est. Oui. Là il y en a deux. Un là et un là. Ah, oui, c'est oui, deux noms différents. Bon, encore une autre erreur. Le secrétaire ici. Voilà, et là. C'est celui du précédent. Ouais. C'était celui du. C'est les erreurs de coller, c'est les coller-copier, ça. Ouais. Bon, mis à part ces deux erreurs, je dirais, d'écriture, avez-vous des remarques à faire sur ce compte rendu? Si vous n'en avez pas, je propose que nous passions à son adoption. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le premier point à l'ordre du jour, c'est un point finance, c'est l'emprunt pour le centre technique municipal. Vu la délibération du 6 avril 2014 qui permettait du conseil municipal qui permettait au maire de réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, de passer à cet effet des actes nécessaires et prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution du règlement prévu par le budget, de passer à cet effet des actes nécessaires. Vu aussi la délibération du 22 septembre 2017 autorisant le maire à signer le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la construction des ateliers municipaux à laquelle est annexée l'enveloppe financière prévisionnelle, et vu la délibération du décembre 2018 relative à la signature des contrats de prêt à taux fixe d'un montant de 840 000 € pour une durée de 20 ans et avec un taux d'intérêt annuel fixé à 1,88, nous avions à l'époque souscrit donc cet emprunt auprès du Crédit Agricole pour financer les travaux de l'atelier municipal. Sauf que nous avons rencontré quelques obstacles et ces travaux ont dû commencer avant le 30 juin. Ce n'est pas le cas, pourquoi on le sait, c'est quand on a ouvert les plis du marché de maîtrise d'œuvre,
budget prévisionnel était dépassé largement entre 20 et 25% pour de l'eau. Seul le troisième lot était dans la limite fixée. Donc nous étions rentrés en négociation avec les entreprises qui n'avaient pas amené des économies suffisantes. Donc on a relancé un marché pour cette maîtrise d'œuvre. Donc l'échéance du 30 juin arrivant, donc on ne tirera pas cet emprunt au taux de 1,88 et nous avons bien entendu renégocié avec le Crédit Agricole pour relancer un emprunt qui devra être tiré quand les travaux seront commencés, c'est-à-dire en espérant que tout se passe très bien cette fois-ci, en courant novembre ou au plus tard le début décembre. Ce nouvel emprunt qui est toujours de 840 000 € est à un taux plus avantageux parce qu'il est de 1,31, donc à 1,88 on gagne un demi-point, ce qui n'est pas négligeable, toujours sur 20 ans, toujours pour un montant de 840 000 €. Et les travaux devront commencer impérativement avant le 31 décembre, puisque nous aurons jusqu'à cette date-là pour tirer le nouvel emprunt. Donc vous avez avec votre dossier le contrat de prêt tel qu'il a été rédigé par le Crédit Agricole et que nous devons valider ce matin. Avez-vous des questions sur le sujet? Je pense que vous avez répondu, Georges Pambou m'avait posé une question, mais vous avez répondu en gros à ce qu'il souhaitait. Tout ce que, pour ma part, je voulais savoir s'il y avait un permis modificatif envisagé, parce que s'il y a de réduction de 25% quand même des travaux, ça me paraît bizarre que... Il y a un permis modificatif. Il y a un permis modificatif qui va être déposé. J'avais un échéancier, oui, voilà. Un permis modificatif qui va être modifié, qui a revu certaines choses sur le projet initial pour faire trouver quelque chose d'économie. Notamment, on va supprimer cette cuve à réception d'eau de pluie qui était de 10 000 litres et qui avait un coût de 12 000 €. On fera, entre autres, on fera un assainissement sur la parcelle. On réduit aussi la surface des garages d'en gros 50 à 60 mètres carrés. On reste en structure bois, plancher bois aussi. On ne touche pas à la partie des bureaux, c'est-à-dire la qualité de vie pour les agents qui y travailleront, parce que l'architecte a proposé là aussi de faire des réductions, on a dit non. On garde la cellule telle qu'elle a été pensée. Et c'est dans les aménagements des abords, on supprime les nous aussi. Les aires de stockage seront aussi en enrobé et comment on appelle ça, en bicouche, voilà. Donc ça diminue de manière, je dirais, substantielle la prévision, en espérant maintenant que les entreprises répondent dans l'enveloppe prévue. Et donc, le dépôt du permis de construire modificatif se fera le 25. Il est en fin d'analyse chez notre assistant maître d'ouvrage. Le DCE finalisé sera début juillet. Et le lancement de la consultation se fera dans la foulée jusqu'à mi-septembre, où les offres sont remises. L'analyse des offres interviendra en début octobre. La CAO se réunira ensuite. Mi-octobre, l'information au candidat et fin octobre, notification aux entreprises. Début novembre 2019, réalisation des études de travaux par les entreprises, puis démarrage des travaux. Voilà le calendrier tel qu'il a été redéfini. Dans le temps, la durée, c'est le même qui était précédemment si nous avions pu attaquer les travaux avant le 30 juin. Mais voilà, on l'a rééchelonné à partir des nouvelles dispositions que nous avons prises pour mener à bien ce chantier. D'autres questions? Et là, je propose que nous passions au vote.
qui serait contre me donner l'autorisation de signer cette empreinte, que je rappelle, de 840 000 €, comme le précédent, mais à un taux plus intéressant, puisqu'il est de 1,31 contre 1,88 précédemment. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Messieurs Jaillet et Wolanski. Qui est pour? Et monsieur Pambou, bien sûr. Merci. 3 abstentions. 3 abstentions. Je pense avoir répondu dans la totalité aux questions, Oui. les questions écrites que m'avait adressées Georges Pambour et que j'ai demandé qu'il te les transmette, puisque tu le représentais ce matin. Avenant numéro 4 à la convention de fonctionnement entre l'association Crescendo et la commune pour la halte garderie. Donc, comme chaque année, nous rencontrons l'association Crescendo qui gère par le biais d'une convention, notre halte garderie, les crayons de couleur. Donc je vais donner la parole à Pierrette qui va nous expliquer un petit peu le contenu de cet avenant, en faisant remarquer toutefois que la subvention d'équilibre que nous sommes amenés à voter chaque année, cette année a montré dans l'étude des comptes tels qu'ils nous ont été présentés et validés par leur commissaire aux comptes, donc un excédent, je dirais, de 49 543 € qui va venir en déduction de la subvention d'équilibre que l'on donnera à cette association pour le fonctionnement des crayons de couleur. Tu as tout dit, hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que dans la convention, c'est ce qu'on appelle une subvention d'équilibre, c'est-à-dire qu'on donne la différence entre leurs recettes et leurs dépenses. Chaque année, on a une réunion où ils nous présentent leurs comptes de l'année N-1, et à partir de là, on valide les dépenses, on discute, voilà, et ça donne lieu à un résultat. Donc cette année, le résultat, donc, comme disait le maire, est positif de 49 543,41 €, ce qui vient en déduction ce qui vient se rajouter aux recettes pour l'année 2019, ce qui diminue notre subvention d'équilibre et qui n'est plus cette année que de 106 196,20 €. Voilà. Ils ont fait des économies, c'est bien. Des économies de fonctionnement qui ne sont pas négligeables apparemment. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, une question. Donc, si j'ai bien compris, les 49 000 € sont déjà déduits des 106 000. Oui. Ou ils sont à déduire? C'est le résultat de leur compte Excellent. 2018 qui Oui. vient en recette au compte de 2019, qui sont D'accord. reportés comme nous, hein, c'est le même principe. Non, la subvention, elle est fixée à 106 000 €, hein, c'est bien écrit dans la délibération. Oui, oui. On repart de ce qu'on donnait de l'avenant N-1 Et on enlève les 46 000 €, voilà. 49 000, pardon, je dis 46 000. Enfin non, à chaque année, c'est un nouveau montant. Oui, bien sûr, Voilà. bien oui. Parce que ça nous parle. Une autre question, combien d'enfants sont concernés par ce service? Il y a une soixantaine d'enfants inscrits. Pour 24. Et 24 classes. En fait, le principe de la garderie, c'est de ne pas prendre des enfants sur 5 jours. Mais pour leur équilibre financier et pour justement la subvention de la CAF, parce qu'une subvention de la CAF n'est pas négligeable, on autorise quelques dérogations pour justement que le nombre d'heures soit couvert entièrement. Donc il y a quelques enfants qui bénéficient d'être gardés pendant 5 jours, mais ça varie entre 1 et 4 pour la plupart. Donc c'est pour ça qu'il y a pour 24 classes, il y a 60, en gros entre 50 et 60 suivant les années. Et ce sont exclusivement des enfants de Chanteloup, puisque la demande est importante malgré tout. Et au début, à l'ouverture en 2009, nous avions quelques conventions avec des communes voisines pour accueillir les enfants, je crois qu'il y en avait 3. Et au fur et à mesure de l'augmentation des demandes, nous n'avons pas renouvelé ces conventions annuelles. Et maintenant, ce sont exclusivement des enfants de Chanteloup qui sont accueillis à cette halte garderie.
Juste pour vous dire que cet après-midi, fête les 10 ans de la structure. Donc si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez le faire. Avez-vous d'autres questions? Moi, je voudrais juste quand même préciser que le montant de la subvention, c'est prévu dans la convention, doit être défini par un avenant chaque année. C'est prévu dans la convention. L'avenant ne change en rien le reste de la convention. Il précise juste le montant chaque année de la nouvelle subvention. J'ajouterai que depuis 2009, nous sommes conventionnés avec l'association Crescendo, qui maintenant a un autre nom, je crois, c'est le groupe SOS. C'est le groupe SOS, voilà, qui est l'écran du groupe SOS. On a un fonctionnement qui ne m'appelle pas de remarques particulières de notre part et qui satisfait les parents qui utilisent ce service. Ils ont une stabilité aussi dans leur personnel, ce qui est aussi une preuve de bon fonctionnement de la structure. Il y a du personnel communal aussi, d'après ce que j'ai vu. Il y a, non, c'est pas du personnel communal, c'est du personnel, tout le recrutement est fait par l'association. Il y a des habitants de Chanteloup qui y travaillent, mais il n'y a aucun personnel communal, sauf une qui est détachée pour les biberons, c'est ça. Mais c'est à mi-temps qu'elle fait. Mais oui, pas tout à fait à mi-temps, mais c'est une partie de son temps de travail. Voilà, pour préparer les biberons. Et c'est parce qu'elle voulait faire un diplôme. Parce qu'elle préparait un diplôme d'agriculture. Voilà. Autrement, tout le personnel a été recruté par Crescendo. Et c'est dans la convention aussi le fait qu'une personne participe, une personne de la commune participe pour la préparation des repas et des goûters. Qui serait contre? Nous signons cet avenant, numéro 4. Qui serait contre? Personne. Qui s'abstient? Monsieur Wolanski, Monsieur Jaillet, Monsieur Pambou. Qui est pour? Je vous remercie. Adhésion au Fonds de solidarité logement pour l'année 2019. Bon, c'est une délibération que nous prenons chaque année. Vu la lettre du département de Seine-et-Marne en date du 27 février 2009 relative au Fonds de solidarité logement, vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu le projet de convention entre le département de Seine-et-Marne et la commune de Chanteau-Lambric par laquelle la commune s'engage à verser l'association à initiative 77 gestionnaire du FSL la somme de 1151 €. C'est une somme qui est calculée sur la base de 0,33 € par habitant avec une population légale fournie par l'INSEE de 3838 habitants. Le Fonds de solidarité logement intervient auprès des ménages en difficulté sous forme d'aide financière individuelle pour l'accès ou le maintien dans le logement, tant dans le secteur privé que public. Il intervient également pour le paiement des factures liées aux consommations de fluide et d'énergie, que l'occupant soit locataire ou propriétaire. Ce dispositif soutient également des structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement, ainsi que des organismes effectuant de la gestion locative en direction des ménages en insertion. Donc, c'est des dossiers qui sont remplis auprès des communes et particulièrement des CCAS et qui demandent quand même certaines conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. Quelques habitants de Chanteloup sont aidés par le FSL. Donc, depuis des années, nous avons considéré qu'il était juste que nous y participions par le biais de cette cotisation annuelle qui, pour l'année 2019, fait de 1151 €. Donc, ce que nous vous proposons ce matin, c'est de renouveler à nouveau cette convention avec le département pour le Fonds de solidarité logement. Avez-vous des questions? Une question, oui, la participation donc, du département est de 3 500 000 €, comme mentionné dans l'article 3. Bah non. Sans doute. Sans doute, mais c'est pour tout le département. Hein, c'est pour tout
Oui, j'entends bien, mais ça s'ajoute dans ce cas-là à la participation Oui, de voilà. chaque commune. Oui. Ah ouais. D'accord. Donc, oui. Donc on alimente quelque part ce fonds. En Ah, fait, c'est inclus ou c'est en plus du fonds? il participe 3 500 000 à ce dispositif. Honnêtement, enfin, je ne sais pas, on doit participer quelque part, parce que chaque commune qui adhère est organisée habitants. C'est la somme que vote le département, le conseil général, pour faire fonctionner ce. Je pense que c'est en plus. Mais Est-ce que c'est pas le... ça, c'est la participation du D'accord. département. Ouais, c'est peut-être la somme de toutes les... Et en À laquelle se rajoute la contribution des communes. D'accord. C'est la liste. Vous avez la liste des communes. Derrière, ça doit être la somme de participation. D'autres questions? Parce que l'adhésion est facultative, donc on ne peut pas, le département ne peut pas compter que sur. Oui, c'est pour ça, voilà, il y a Donc, des communes verse qui n'ont lui, pas déjà, adhéré. D'accord. il abonde le fonds. Mais l'enveloppe au départ. Voilà. On s'aperçoit que les grosses communes qui ont beaucoup d'habitants ont des participations faibles. Alors on regarde la nôtre qui. C'est pas la proportionnelle. C'est pas logique. Qui serait Ouais. 33 centimes par habitant. Donc c'est pas logique. Normalement, plus t'as d'habitants, plus tu cotises. Logiquement. Et en fait, c'est en plus. Ah oui, 0,30, oui. Donc après, c'est du fonds social. 0,30, oui. Oui, c'est 0,30. Ça diminue, hein. Ça fait une enveloppe. 33. D'autres questions, d'autres remarques? Je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre que nous signions pour cette année, comme les autres années d'ailleurs, la convention avec le département pour le fonds Solidarité Logement? Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Alors le point 3 bis, qui avait été oublié d'être mis à l'ordre du jour quand il a été rédigé, et dans vos dossiers, mais on s'en aperçut rapidement, et vous avez pu recevoir dans les délais la proposition de délibération, c'est la répartition du montant des subventions attribuées aux associations. Et donc je vais passer la parole à Eddy, qui est en charge du comité vie locale et qui a travaillé avec ses collègues du comité justement à étudier les dossiers, recevoir les associations et ensuite pour faire des propositions d'attribution de subventions. Et je rappelle que nous avons comme principe depuis le début de ce mandat, d'ailleurs le mandat précédent aussi, que la commission est souveraine dans l'attribution de ces subventions à chacune des associations. Donc nous n'aurons pas à discuter le montant qui est réparti, mais à voter si nous sommes pour, contre ou si on s'abstient. Je rappelle, c'est un principe qu'on avait défini entre nous, la commission, puisque c'est elle qui fait le travail, le comité c'est elle qui fait le travail, on considère que cette décision est souveraine et on n'a pas à se prononcer pour ou contre. Voilà. Eddy, à toi la parole. Donc, suite au dossier de subvention, cette année, nous avons reçu 6 dossiers en retour. Donc, dans les 6 dossiers, nous avons 5 associations qui ont demandé une subvention on va dire, en numéraire, dont plus la 6e qui demande une subvention en aide de salle, d'attribution de salle. Puisque cette année, le formulaire est nouveau, donc c'est un nouveau formulaire qui a été simplifié et mieux adapté, donc avec des critères, on va dire, nécessaires qui nous permettent une meilleure étude. Donc parmi les 6 associations, donc il y a l'ASC, le Dojo, le Maquette Club, Champatch, Arsthétique et les Bouchous. Donc
cette année, l'ASC nous demande une somme de 2600 €. Donc nous, le comité s'est réuni, on a décidé d'attribuer une somme de 2200. Donc j'explique pourquoi. Cette année, ils ont une compétition, donc il y a un élève qui part en compétition cette année, et donc voilà, et ils souhaitent faire financer une aide financière pour cette compétition, sachant que la fédération ne participe pas. Alors, ce qu'on a décidé, c'est d'attribuer 2200 et on n'attend pas les justificatifs pour pouvoir, si on a ces justificatifs, on attribuera les 400 € par la suite. Donc, bien sûr, avec les dossiers et les informations. Voilà. Donc, on propose pour l'ASC une somme de 2200 €. Pour le dojo, donc, qui demande une somme de 2300, donc il n'y a pas de, le dossier était correct, il n'y a rien à signaler, donc on attribue 2300 comme il demande. Nous avons le Maquette Club, qui demande une somme de 1000 €. Donc pourquoi 1000 €? Puisque sachant que d'habitude ils en demandent moins. Alors tous les 2 ans ils ont un événement qui s'appelle le Kit Car Show. Et donc le Kit Car Show, ce qui s'est fait en 2018, donc logiquement elle sera faite l'événement sera en 2020. Alors pourquoi ils demandent cette année? Parce que le Kit Car Show c'est au mois de septembre, et s'ils demandent l'attribution la somme pour l'année prochaine, ce sera trop juste. Donc dès cette année, on a décidé de leur attribuer cette somme de 1000 €. Comme ça, ils auront le temps de bien préparer l'événement pour 2020. Donc on propose une somme de 1000 €. L'association Champatch, une somme de 150, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, 150 €, donc voilà, comme tous les ans, aucun souci. Arcétique, donc l'association Arcétique demande des aides de salle, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, hein. Ils nous ont demandé des créneaux, donc le comité vie locale s'est réuni également pour l'attribution des salles, donc voilà, ça a été accepté. Donc je reviens vers les Bouchous. Donc les Bouchous, une association qui nous demande une somme de 2000 €. Donc cette association ne rentre pas dans les critères. D'attribution. Donc nous avons décidé de rien donner. Parce que ça ne correspond pas par rapport au dossier de subvention, ils ne rentrent pas dans les rangs, on va dire. On les a reçus pour leur expliquer. Voilà, on les a reçus pour leur expliquer. Et par contre, ils souhaitent avoir une attribution des créneaux de salle. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, alors, tout ce qui fait sur la totalité, donc ça nous fait une somme 5650 €. Oui, il y a une coquille sur la déclaration, si on fait ça sera corrigé dans la déclaration officielle. Donc 5600 €, ce qui reste un solde de 1750. Donc, bien sûr, en réserve en cas de besoin. Donc, par exemple, pour l'ASC, pour la compétition de leur élève. Voilà. Voilà, ben écoutez, voilà. Donc 5600 € d'attribution pour cette année. C'est terminé. À savoir qu'on a reçu toutes les associations, on les a toutes reçues déjà pour parler des dossiers de subvention, pour parler des créneaux, pour parler des attributions. Et juste, je veux revenir sur les bouts de chou, parce que Eddy a parlé des bouts de chou. Leur demande de prêt de salle, pourquoi on leur a refusé? Parce qu'ils voulaient faire des actions avec les petits, et sauf qu'il faut des déclarations auprès de la PMI, il faut l'accord de la PMI pour l'utilisation des salles qu'ils voulaient, ce n'est pas adapté aux enfants. Voilà. Et puis une question d'hygiène aussi. Par contre, s'ils souhaitent avoir la salle Van Dongen pour éventuellement une ou deux manifestations, voilà, mais c'est une ou deux et bien définies à l'avant, bien programmées à l'avant, parce que nous avons aussi des manifestations de la collectivité. Voilà. Pour être précis, ils ont posé 3 dates pour les photos, pour le Père Noël, pour
deux autres manifestations de courte durée. Je voulais rajouter aussi que à partir de cette année, même pour les demandes de salles, les associations doivent remplir le nouveau formulaire systématiquement. Donc voilà, que ce soit aide financière, que ce soit aide d'attribution de salles, automatiquement ils doivent remplir, nous rendre un dossier de subvention. Et dernier point, puisque les associations, lorsqu'on les a reçues, nous ont parlé du forum de rentrée. Oui, Peut-être tu peux ajouter quelque chose sur le fait qu'ils, si tu veux, ils ont souhaité de pouvoir utiliser des espaces pour présenter leurs animations. Je te laisse la parole. Non, je t'en prie. Donc ils veulent présenter leurs différents, voilà leur activité, et donc pour ça ils souhaiteraient se réunir et en discuter ensemble, réunir les associations, les dirigeants se réunir pour savoir comment organiser ça. En gros c'est ça. Ils ont fait une demande, le bureau on l'a validé, de pouvoir le jour de la présentation, le samedi du forum, être sous la halle des rencontres pour présenter leur démonstration. Voilà. Premier samedi de septembre. La date du forum. Le forum de rentrée se fait le premier samedi qui suit la rentrée des classes. Et il y aura aussi, ils ont demandé aussi que si on pouvait faire une première partie le vendredi soir et la deuxième partie le samedi, donc jusqu'à 15h ou 16h, justement avec les démonstrations sous la halle. Donc on a répondu favorablement à leur demande pour pouvoir faire inscrire les Champloupiens qui veulent pratiquer ou des sports ou d'autres activités. Tout ça parce qu'on s'est aperçu aussi, les premiers, que les forums de rentrée se font souvent en même date et que ça peut créer des doublons avec certaines activités. Et donc, pour être sûr qu'ils puissent toucher un maximum de monde, on demandait de le faire en 2 fois et le vendredi soir. Et donc, on a répondu favorablement à cette demande. Une chose aussi, je veux revenir sur l'attribution des salles. Donc cette année, étant donné que l'attribution des salles rentre dans le domaine des subventions, donc on s'est réunis également pour le planning suite aux demandes des associations. Donc tout est casé, donc logiquement tout a été accepté. Donc voilà, à part une association cette semaine qui m'a demandé des créneaux supplémentaires. Voilà. Je prends ma casquette comptable, juste pour préciser que si Eddy vous dit que les salles rentrent dans le montant des subventions, c'est parce qu'on les prête gratuitement. On ne fait pas payer les salles, donc c'est comme si ça fait une forme de subvention. Et notamment, la plupart du temps qu'on attribue la salle, il y a, on va dire, le mobilier, donc la vaisselle, les consommables, l'énergie, voilà. Et ça, c'était pas comptabilisé et c'était très coûteux. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, des questions de M. Pambou qui vous ont été adressées par mail. Donc si vous voulez, je relis. Le 22 juin 2018, vous avez demandé au Conseil municipal d'instaurer l'obligation pour les associations de déposer un dossier de demande de subvention. Pour prolonger la demande de M. Wolanski sur le sujet, le même Conseil municipal peut-il se voir communiquer les dossiers reçus afin de délibérer de manière éclairée sur les arbitrages proposés au vote? Non, la commission. Autre question, faut-il supposer une relation entre l'obligation de présenter un dossier et le fait qu'une association ne se soit pas vue attribuer une subvention et une autre, sa subvention a baissé de façon drastique? Et dernière question, pouvez-vous nous communiquer l'équivalent pour les subventions aux associations de l'analyse des offres, ce afin de nous assurer du respect de l'équité de traitement sur les sujets sensibles aux polémiques? Alors, je pense que au cours de ma présentation et de la présentation de la FEDI, les réponses ont été apportées. Je rappelle que ce que je disais au début, c'est que le comité vie locale est souverain dans la manière de recevoir les associations, de discuter et de proposer le montant des subventions et de les dispatcher par rapport
à l'enveloppe globale que nous avons votée au budget, qui était de 7 400 €. Et donc ce comité est, je dirais, ouvert à des citoyens qui ne sont pas élus, qui sont élus aux membres de la majorité et de l'opposition aussi, puisque c'est Gaël Bouvier qui y siège. Donc tout est transparent. Voilà. Et la deuxième, concernant le fait qu'on soit considéré comme une subvention, bien sûr, elle n'est pas en argent comptant, mais le prêt de salle est une subvention, est une forme de subvention, et c'est pratiqué partout. Dans certaines communes... C'est dans les textes, je précise. C'est dans les textes. Et certaines communes, par des conventions, font payer les locaux des associations qui les utilisent. Ce qu'on souhaite aussi en échange, et c'est pratiqué, c'est qu'il n'y ait pas d'entrée payante. Je pense à une association particulière, Arsthétique, qui utilise beaucoup de créneaux, qui ne demande pas de subvention pécuniaire, mais qui utilise nos salles. Je dis non parce que les uns utilisent deux, Vendonguenne et Frison-Roche. Elle demande aussi des créneaux pendant les vacances pour des répétitions qu'on accorde sans problème. Mais elle faisait des spectacles et voulait faire payer l'entrée des spectacles. On a demandé qu'en échange, ils ne fassent pas payer l'entrée du spectacle, tout au moins quand ils font un chanteloup. Ils font des spectacles extérieurs, ils sont sans doute amenés à louer des salles, donc là ils sont obligés de faire payer l'entrée. Mais comme c'est le but des associations a toujours été de faire des activités, les gens payent leur cotisation, c'est déjà pas mal, mais que ça soit ouvert quand il y a des représentations publiques sans faire payer l'entrée. Donc voilà, c'est la seule condition que l'on a mise. Ils l'ont accepté bien volontiers et c'est pour ça qu'on a répondu favorablement à toutes leurs demandes de créneaux. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. C'est pas fini, cette semaine, il y en a encore des demandes. Et par rapport au dossier de subvention, au dossier de demande de subvention, il a été présenté et voté par le conseil municipal l'année dernière. Donc M. Pambou avait tout à fait loisir de l'étudier. Les dossiers n'ont pas changé depuis par rapport à l'année dernière. Donc nous avons respecté les critères. Nous avons même été très tolérants parce qu'il y avait quelques associations qui n'avaient pas rendu en temps et en heure certaines demandes. Comme c'était la première fois, on était assez tolérants. On leur a permis parce que c'était normal. Donc on a relancé quand même pour avoir des documents, des assurances, des relevés bancaires. Que j'ai reçu dans la semaine. Donc on aurait pu aussi très bien dire non, les documents ne sont pas rendus en temps et en heure, c'est non. Donc on donne une certaine souplesse parce que c'est la première année. Et quant au fait d'entendre dire, je ne suis pas d'accord parce que je suis membre du comité, qu'il y a une baisse merci. Pour une ou telle association, c'est pas parce qu'on a un volant de 7 400 € qu'on doit dépenser les 7 400 €. On prend en compte, la priorité c'est le territoire, les projets, la présentation pour l'ensemble des habitants, la collectivité, la commune et bien sûr après sur Marne-et-Gondoire. On est assez... je trouve qu'on fait quand même beaucoup d'efforts. Il y a à savoir qu'il y a des villes à côté de chez nous, puisqu'on parle, M. Pambou a toujours tendance à parler des villes voisines, donc qui font mieux que nous. Il y a des villes à côté de chez nous qui baissent beaucoup leurs subventions et que nous, on n'a jamais baissé le montant de nos subventions, qui n'est pas énorme, certes, mais qui a quand même le mérite d'exister, de permettre à de grosses associations de pouvoir faire des actions sur le territoire. Voilà. Alors oui, après on nous reproche qu'il n'y a pas de salle de sport, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, mais à un moment, voilà. Il y a une salle de sport. Oui, mais enfin, on s'est compris. Elle avait ça s'appelle d'ailleurs salle de sport scolaire simplifiée, parce qu'elle était construite dans un but bien précis pour répondre aux exigences de l'éducation nationale de fournir un lieu où les élèves puissent exercer une activité sportive. Et le reste du temps, comme tous les bâtiments mis à la disposition de l'éducation nationale, ils sont une propriété de la commune et on les utilise en fonction de nos besoins. Et donc ils sont mis à disposition des associations. Cette année, ce sera encore plus simple, simplement en lisant le nouveau formulaire.
Enfin, on a les réponses, il y a des critères, donc voilà, voilà, il suffit de lire. C'est objectif. Voilà, donc il y a des critères, donc les critères ne sont pas respectés. Voilà. Et des fois, je peux même dire que, enfin, je trouve qu'on est tolérant, comme tu dis. Et on s'est mis tous d'accord, les membres, sur l'attribution de subventions, tous les membres, à l'unanimité. C'est-à-dire, on a expliqué aux associations. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des membres à l'unanimité. On a discuté, on a étudié les dossiers, donc ça a été fait en toute transparence. Voilà. Quand même, dans l'état d'esprit, il est quand même d'accompagner ces associations. Je rappelle quand même qu'une subvention n'est pas obligatoire. Elle l'est quand on l'attribue. Elle n'est pas tacite. C'est la première chose. Il faut un fonds, il faut un objectif particulier. C'est pas je demande 1 000 € chaque année parce qu'on me doit 1 000 €. C'est parce que j'ai des projets, parce qu'il y a de l'intérêt général, premièrement. Deuxièmement, on reçoit toutes les associations, on explique le pourquoi et comment. Les associations repartent avec une compréhension du choix, en tout cas de la décision. On a reçu toutes les associations. Et avec toutes, on a revu, y compris leurs comptes, parce que je peux vous dire, ça n'a pas été évident. Voilà. Donc voilà, l'aide, il est d'accompagner les associations avec un dossier simple, et je pense qu'on continuera, en tout cas l'objet est de continuer dans cet état d'esprit. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus clair et de plus transparent que la démarche qui a été mise en place. Et ce qui paraît, enfin, quelqu'un qui regarde le dossier, à chaque fois on vote plus, on vote 7400, l'année d'avant c'était pareil, c'était une monteur, et après on distribue toujours moins. Alors pourquoi pas donner un prix Il n'y en a que 4 qui ont demandé une subvention. Les années précédentes, il y en avait plus. Non, mais dans les sommes inscrites, c'est 7400, d'accord? Oui, ça c'est le budget. Mais il y a moins d'associations qui demandent une subvention en numéraire. Ah, d'accord. D'habitude, on en a plus. Là, cette année, il n'y en a que 4. L'ASC, par exemple, a pratiquement pas demandé de subvention cette année. C'est un choix qu'elle a fait, parce qu'elle avait mis ses comptes de façon à pratiquement pas demander de subvention. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux. Après, ils ont demandé une subvention d'équipement ou autre, mais sinon, et on y a répondu, y compris pour le 2 jours, mais c'est quand même les associations qui présentent. Et surtout pas donner plus qu'ils demandent. Ça c'est moi. Donc l'année prochaine, peut-être je pensais que c'était. Au moins, il y a un chiffre, on reste au chiffre. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas une enveloppe qu'on distribue à chacun. C'est ça. C'est comme dans tous les postes du budget, on prévoit une enveloppe quand on vote le budget, on les n'investisse pas tout. Des fois on dépasse un peu, on est obligé de faire des ajustements à travers les décisions législatives, c'est la même chose. Je vous cache pas que la première année, je pensais comme vous. Ouais, bah oui. Je pensais comme vous. Mais on garde aussi une réserve. Spécialiste des subventions, les projets On se garde aussi une réserve. On l'a fait il y a quelques années pour pallier à des catastrophes naturelles comme Haïti et compagnie. Voilà, on l'a pas fait. Y a-t-il d'autres questions? Avant de passer au vote, je voudrais faire une petite remarque. Je suis assez surpris que ce soit M. Wolanski qui ait posé la question, alors qu'il n'est pas porteur du pouvoir de M. Pambou. Voilà. Alors je sais qu'il a été, il a réussi le mail, puisque le mail par lequel M. Pambou me posait des questions, j'ai dit que ça serait débattu en conseil au moment où ces points seraient abordés. Vous étiez destinataire du mail, vous et M. Jaillet uniquement, pas les autres conseillers. Donc vous avez posé les questions, vous avez vu, on n'a rien dit, mais je me devais de faire la remarque, ça aurait été plus judicieux que ce soit Christian Jailleux qui la fasse, puisqu'il avait le pouvoir. La question, et moi je vais la reposer la question. Voilà. Comme ça sera. Non, mais on a répondu. Si j'avais voulu polémiquer, j'aurais fait rare. Là, je polémique pas, je fais une remarque. Juste une remarque. C'est tout. C'est que pour le bon fonctionnement. Monsieur Wolanski aurait eu le pouvoir de Georges Pambou, il aurait posé les deux questions qui ont été posées, c'est tout. Je voulais faire remarquer cela. Monsieur le maire, je vous en remercie. Et vous avez vu, on a répondu sans problème à la question, c'était le principal. Donc je propose que nous passions au vote maintenant. Qui serait contre? Monsieur Wolanski. Qui s'abstiendrait? Monsieur Jaillet, Monsieur Pambou. Qui est pour? Je vous remercie. Dossier des ressources humaines.
Oui, ressources humaines, on passe à la rubrique ressources humaines. Adhésion au Comité national d'action sociale, le CNAS. Afin de se doter d'une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance des agents de la ville, la collectivité a décidé d'adhérer au Comité national d'action sociale, le CNAS. Cette adhésion sera exclusivement à destination des agents en activité. Donc c'était une demande, il y a quelques années, la commune était déjà adhérée au CNAS et il y a eu à une période une demande des agents communaux de ne plus renouveler cette adhésion puisqu'ils s'étaient formés en amicale du personnel, et ils demandaient que la subvention ou une part de subvention que l'on attribuait pour le CNAS à l'époque soit versée à cette amicale, ce que nous avons fait, nous avons répondu à la demande des agents communaux. Maintenant, ils ont sans doute découvert les vertus que pouvait avoir le CNAS pour chacun d'eux. Donc ils ont demandé si on pouvait réadhérer à cet organisme. Nous avons débattu en comité technique, ça a été présenté en comité technique, donc nous avons décidé de le valider en bureau municipal et de le présenter ce matin au conseil, puisqu'il faut une délibération du conseil pour pouvoir payer le montant de la cotisation. Thomas, peut-être vous pourrez ajouter quelque chose sur le CNAS, sur... Oui, chaque collectivité a une obligation d'assurer l'action sociale pour son personnel. Les textes sont très clairs sur les missions qui sont dévolues à chaque collectivité pour l'action sociale. Et, le Comité national d'action sociale propose un catalogue générique à l'ensemble des collectivités pour des aides qui soient aussi bien destinées à la famille, aux loisirs, aux vacances, et également des prêts solidaires ou des prêts sociaux pour les personnes qui seraient dans le besoin, en difficulté, avec notamment des prêts à 0% pour des problèmes d'énergie ou ce genre de choses. Donc sur le fonctionnement, il y a un correspondant identifié en mairie parmi le personnel qui centralise les demandes, même si aujourd'hui tout est dématérialisé et tout se passe par la voie d'un portail et un code d'accès avec un identifiant sur un site internet, où chaque année le personnel doit soumettre ses avis d'imposition pour rentrer dans le barème, et puis ensuite faire les demandes d'aide, que ce soit un plan d'épargne de chèques vacances, que ce soit des chèques culture, les bons Noël pour les enfants du personnel, ou les prêts comme je le précisais tout à l'heure. Il faut également préciser qu'un membre de l'organe délibérant est élu pour pouvoir représenter la commune au niveau des instances du CNAS, donc des instances qui sont nationales mais avec des petites délégations régionales, et qu'un membre du personnel doit également être désigné, généralement est désigné parmi les représentants du personnel élu. Donc dans la délibération, il est précisé le nom de la personne qui représentera l'organe délibérant, en l'occurrence Mme Pierrette Munier. Et donc à chaque renouvellement de conseil, il faut désigner un nouveau membre pour représenter l'organe délibérant. De la même manière, à chaque fois qu'on changera de correspondant, enfin de représentant du personnel, qui ne sera pas donc le même représentant que la personne qui centralise les demandes du CNAS, il faudra procéder également à une nouvelle nomination par délibération. Après, au niveau de l'adhésion, comme il est précisé sur le mode de calcul, il y a le nombre de bénéficiaires actifs qui est indiqué sur les listes, donc c'est l'ensemble du personnel qui est en activité sur l'année considérée, qui est multiplié par un montant forfaitaire de cotisation. Il faut savoir qu'il y avait deux possibilités d'adhésion. Une adhésion en cours d'année où on doit l'intégralité de la cotisation, ou une adhésion partielle en septembre avec une adhésion minorée. Donc l'adhésion totale, elle est de l'ordre de 125 €, si je ne dis pas de bêtises. Je pense à la convention avec, mais je ne sais pas. Le montant minoré, il représente un peu moins de 50% de cette cotisation, puisqu'il couvre uniquement la dernière partie de l'année, de septembre à décembre. Comme c'est de l'action sociale et que c'est la destination du personnel, les crédits sont inscrits au chapitre 012 dans les charges de personnel. Avez-vous des questions? Le
passons au vote. Qui serait contre l'adhésion au CNAS? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Point suivant, modification du tableau des emplois. C'est en fonction de l'évolution des services, des carrières. Là, dans ce cas précis, c'est les 2 grades, adjoint administratif principal deuxième classe et un rédacteur principal deuxième classe. L'adjoint administratif principal deuxième classe, c'est le poste de la personne qui s'occupe de la partie administrative du service enfance, qui avait toujours un statut d'animateur, et comme elle ne fait plus que de l'administratif, elle a demandé à passer au service administratif. Donc ce sont des postes qui passent aussi en CAP, en commission administrative paritaire, qui a reçu un avis favorable de la CAP. Donc ça, c'est pour le premier poste. Le deuxième poste, c'est, vous le savez tous maintenant, Thomas Moindreau quitte la collectivité au 1er septembre pour donner une orientation nouvelle à sa carrière dans une autre collectivité. Et nous avons recruté une nouvelle DGS qui arrivera le 1er septembre. Donc la transition se fera naturellement. Et elle est rédactrice principale deuxième classe. Donc c'est un poste que nous n'avions pas, qu'il fallait créer pour pouvoir qu'elle puisse prendre ses fonctions normalement au 1er septembre. Donc ça modifie le tableau des emplois du personnel communal. Avez-vous des questions? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre cette modification du tableau des emplois? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Modification du règlement intérieur des activités culturelles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Il existait un règlement déjà qui régissait le fonctionnement des activités culturelles, et on a rapporté quelques modifications. On l'a réajusté par rapport à l'évolution des demandes, à l'évolution des activités proposées. Et donc, je ne sais pas qui veut en dire un mot, Grégory ou Pierrette, sur ce règlement de service culturel. C'était pas moi. En effet. C'est des modifications à la marge. Hein. Par contre, moi je voudrais qu'on modifie le préambule. Le préambule? Oui. D'accord. Le préambule, c'est-à-dire ce règlement intérieur a vocation. Donc je propose maintenant. Ce règlement intérieur a vocation à s'appliquer aux usagers et leurs accompagnants, inscrits aux activités du service culturel de la ville de Chanteloup, et supprimer la deuxième phrase. Tu peux répéter, Pierre? Ce règlement intérieur a vocation à s'appliquer aux usagers et leurs accompagnants, inscrits aux activités du service culturel de la ville de Chanteloup. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la deuxième phrase, on parle des élèves, mais il y a aussi des adultes, il y a des ados, donc je pense que usagers, voilà, c'est dans l'ensemble, c'est une proposition. La deuxième phrase, elle n'apporte pas grand-chose. Non. C'est que quand les élèves sont mineurs, il faut bien que ce soit le responsable du groupe qui... Tout à fait. Sinon, moi, je n'ai pas relevé l'autre. Justement à la marge. J'avais juste une question. Parce que dans l'article 1, on dit que l'inscription est annuelle, toute année commencée est due dans sa totalité et ne peut être remboursée. Et après, l'article 4, la sous-démission, est justifié dans le cas où le service culturel serait amené à rembourser la cotisation de prorata. Donc d'un côté, on dit que ça ne peut pas être remboursé, et en bas, il y a peut-être des clauses. Alors est-ce qu'il faut mettre des clauses? Comme, je ne sais pas, certificat médical, déménagement.
Oui, oui, là, on... C'est des exceptions. Il y a des ça, cas où on peut il y a rembourser. des cas où on peut rembourser. C'est des cas de force majeure. Ouais, mais voilà, peut-être le préciser, Oui. plutôt que de dire ne peut pas être remboursé, Oui. sauf. Voilà, il faut le dire. Parce que ça me paraît contradictoire les deux fois. Cas de force Oui, majeure. oui. Ils sont pas plus tard, ils sont pas. Si il y a l'article, cités, Ouais, ces cas, quelque temps. ils sont pas cités quelque part, il me semble. Non. Absence d'un professeur pour raison de l'article 28, non. L'article 28, c'est pas... Donc, assiduité à cet article 16. Ça me dit quelque chose. Voilà, c'est l'article 10, le précise, sauf justification médicale, tout mois commencé est dû entièrement. Donc un Oui, élève. vous parlez de mois, et là, au départ, c'est l'année. Oui. Oui, il y a bien. C'est vrai, il y a. Oui, oui. Je pense qu'il faudra la rajouter. Il faut le. Préciser, je peux. Oui. Parce qu'il paye au mois, non? Mais il faut reformuler cela pour qu'il y ait un prorata par rapport. Enfin, c'est l'inscription annuelle. Oui, c'est parce que il paye tous les mois. Aussi qui nous a- D'accord, ok. Donc on rédige ça comment alors? Vous avez des propositions à nous faire? Alors, déjà, ça commence par l'article 1, qui dit toute année commencée due dans sa totalité ne peut être remboursée, sauf en cas de force majeure et en présence de justificatif. Oui, sauf qu'on peut payer en... s'inscrire. Mais c'est pour le remboursement. Oui. Le problème, c'est le remboursement. Oui, c'est ça. Donc il faut le mettre ici et ne peut être remboursé. Si on a payé à l'année. Sauf en cas de force Parce que si, parce qu'on peut payer au mois, il y a marqué dans l'article 10, l'article... Oui, même si Mais tu on payes peut au mois, tu payer es au obligé mois de payer et au mois. un C'est juste une facilité de Ah trésorerie, mais sinon tu es obligé de payer à l'année. Oui. Et après, si on rembourse uniquement en cas de justificatif médical, Mais oui, j'entends bien, mais effectivement... Même si la- tu payes au mois, Je tu l'ai dois vu, continuer à continuer à payer. payer, Si... d'accord. C'est qu'une facilité. On avait été clair D'accord, ok, là-dessus. d'accord, ok. Il y en a plein qui s'arrêtaient en cours de... D'accord. Et puis on se retrouvait avec Là, le cas de deux d'enfants mensualités. Oui, mais tu dois payer quand le même. professeur. C'est comme la télévision. Tu l'as payé en une fois, tu l'as payé. Non, tu les ramènes pas les anges. Voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, donc peut-être refaire la... Ouais. Oui, il faut revoir cette phrase. Reformuler l'inscription. Oui, vous l'avez noté. Vous le redisez s'il vous plaît. L'inscription est annuelle de septembre à juin et engage pour l'année complète. Toute année commencée est due dans sa totalité et ne peut être remboursée, sauf en cas de force majeure et sur présentation de justificatif. Ouais. Voilà, très bien. En fait, oui, on avait mis cette phrase comme ça, c'est parce que, comme je crois que c'est Pierre qui l'a dit, on était confronté à une hémorragie des fois de pratiquants, et le cours continue, et il faut malgré tout payer le professeur, payer les besoins, et donc c'était quand même, d'abord c'est pas respectueux du groupe et puis du professeur, donc on a mis cette condition. Il est évident qu'il y a un cas de force majeure que l'on doit prendre en considération les maladies ou les gens qui quitteraient la commune en cours d'année. Et donc à l'article 10, c'est sauf justification médicale, toute année commencée entièrement due. Et due entièrement. Et non pas tout le mois commencé. Oui, après on revient sur la... Oui, Pour renvoyer sur la... oui. Oui, toute année. C'est toute année. Commencer. Et voilà, commencer. Et du. Avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui
serait contre l'adoption de ce nouveau règlement, bien sûr avec les amendements et les corrections que nous avons émises ce matin. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Enfance-jeunesse, la commune a décidé, qui était déjà doté d'un projet éducatif local, a décidé de mettre en place un projet éducatif territorial qui serait une alternative au PEL existant. Il doit permettre à l'intérêt de l'enfant de mettre en cohérence des activités périscolaires et extrascolaires avec ce qui peut être proposé sur le territoire. Le PELT formalise donc une démarche collective afin d'offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent. En effet, la diversité des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de s'épanouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir-être. Donc ce projet éducatif a été élaboré avec, je dirais, une commission quelque part élargie sous la houlette de Grégory, l'adjoint chargé de l'enfance, et surtout du directeur des centres de loisirs qui a proposé cette rédaction de projet éducatif, et je vais laisser Grégory vous le présenter pour que vous puissiez vous en faire une vision plus complète. Alors, effectivement, depuis quelques temps, on avait l'optique de mettre en place ce PEDT. Le but, c'était d'apporter, donc, comme disait monsieur le maire, davantage de cohérence dans l'ensemble des activités, en mettant en lien avec tout ce qui peut être proposé sur l'ensemble de notre territoire. Le territoire, c'est Chanteloup, c'est aussi la communauté d'agglomération. Rassembler et renforcer les liens entre différents acteurs éducatifs, puisque le centre de loisirs est un des maillons de la coéducation avec l'école, les parents et Marly-Bondoire aussi, qui participent sur des actions en direction des écoles. C'est aussi répondre aux préconisations de la DDCS qui souhaite rendre active l'ambition éducative des collectivités, et c'est vrai que c'est une démarche que nous nous sommes efforcés de faire depuis le début de ce mandat, en renforçant le centre de loisirs, en mettant en place des actions éducatives qui n'ont peut-être pas vu le jour en claquant des doigts, mais qui au fur et à mesure se sont mis en place et ont pris de l'importance. Ce projet a une volonté modeste déjà par rapport au nombre de partenaires. Après, le but, c'est d'avoir une évolution possible après évaluation. Il s'est construit avec différentes réunions des partenaires. On a eu donc les directrices d'école, les directeurs des centres de loisirs, la responsable, la directrice de la Gérandière, les acteurs en matière éducative de Marly-Bondoire, en matière environnementale aussi de Marly-Bondoire, le service de musique de Marly-Bondoire, le conservatoire, pardon, et puis notre professeur de poterie, Madame Griff, qui travaille à Chanteloup auprès des enfants. Les associations pour l'instant ne sont pas partie prenante au projet parce qu'on s'est servi des acteurs institutionnels, mais l'objectif c'est vraiment ensuite, après la mise en place de ce PEDT, d'intégrer les associations parce que c'est une volonté que nous souhaitons mettre en place. Le document que vous avez reçu, alors il a été fait par Franck, rédigé par Franck, on s'est servi de différents éléments. C'est un document de travail qui a permis aux acteurs de travailler, de se réunir, de construire ce dossier. Il sera présenté, après le vote du budget, le vote de ce matin, il sera présenté officiellement pour sa validation auprès de tous les acteurs institutionnels que sont la CAF, l'inspection académique, Madame Pinto, les recteurs d'école, la mairie, de façon à le mettre en place dès le mois de septembre. Donc vous avez le cahier des charges des DCS qui est suivi scrupuleusement, vous avez 80% des documents qui reprennent les éléments et les fonctionnements existants, parce que ça aussi c'est important, il faut étudier le territoire, voir ce qu'on peut mettre autour. Et il y a 20% des documents qui donnent des objectifs éducatifs, des pistes d'action et des attentes avec la naissance de ce comité de pilotage. La collectivité a pour but doit garantir la qualité des actions qui vont être mises en place. C'est un engagement contractuel et on a pris aussi on a
pris en conscience, enfin on n'a pris pas en conscience, en compte, pardon, merci Ali, on a pris en compte tout ce qui a pu être fait, tout ce qu'on a voulu faire depuis le début de ce mental sur le territoire. L'encadrement des actions de PEDT qui sera mis en place à partir du mois de septembre sera fait par les animateurs de la ville, les membres de la CMG, notamment par exemple la lecture publique, la responsable de la lecture publique sur Chanteloup pour des animations durant les périodes de vacances scolaires, et des animations ponctuelles qui peuvent être faites par différents acteurs intervenant sur le territoire selon les projets qui ont été définis par les équipes d'animation et les enseignants. Et aussi les parents d'élèves, parce qu'on a quand même des parents d'élèves qui ont été associés à ce montage de projet, que je remercie d'ailleurs pour leur participation active, ce qui nous a permis aussi d'avoir un peu leur retour sur les aspects éducatifs. On est tous tombés d'accord sur les valeurs éducatives que nous avons présentées. Donc on est bien sur l'intérêt de l'enfant, la réussite éducative et citoyenne, le facteur d'attractivité qui nous permet aussi, il ne faut pas négliger dans la mise en place de ce BDT un financement de la CAF, et puis il y a un cadre facilitant pour l'organisation des accueils de loisirs pour mineurs. Il en est ressorti de ces réunions de travail la volonté des acteurs de travailler sur l'éco-citoyenneté. Donc la première étape avec la mise en place du PEDT, le premier plan de travail qui est acté et qui va être mis en place par les équipes éducatives si on vote ce PEDT ce matin, ce sera de travailler sur l'éco-citoyenneté avec des actions menées par le centre de loisirs, des actions menées par l'école, des actions mises en commun. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'après, il faut que les émetteurs travaillent dessus, mais c'est vraiment le projet qui s'est identifié, c'est l'éco-citoyenneté. Le respect de l'environnement, le respect de la planète, le respect de soi, son hygiène, des actions de projet avec des animations autour de ces thématiques. C'est une première étape. Le but, c'est de faire ensuite une évaluation. Alors, le PEDT, il est valable pour 3 ans. C'est de faire une évaluation chaque année avec les enfants, le ressenti des enfants, parce on met aussi l'enfant acteur dans ces notions de projet. L'éco-citoyenneté qui a été défendue, c'est que l'enfant, il pense à son avenir, il réfléchit à son avenir, on le donne acteur de le respect de sa planète. Je pense que nous, adultes, même si nous sommes plus ou moins responsables, nous avons gaspillé notre planète. Nous avons tous détruit notre planète depuis une quarantaine d'années avec l'évolution des techniques modernes et on n'a pas pris soin de ce bien précieux qui est la Terre. Et je pense qu'actuellement, et le projet qui est défendu par les animateurs, par exemple, il y a une notion très importante, on va essayer de la mettre en place, c'est que les enfants n'aient plus des verres d'eau et des brocs d'eau à la cantine, mais ils aient leur gourde, ils amènent leur gourde le matin en remplir, ça évite de gaspiller de l'eau, par exemple. C'est une action qui peut être menée, qui a été proposée. Un élément à travailler. Alors ça, c'est les enseignants, par contre, qui vont mettre ça en place avec le centre de loisirs pour travailler là-dessus. Voilà. Je n'en dirai pas plus, vous avez le dossier, le fonctionnement. Donc je remercie Franck, Je remercie Franck pour le travail qu'il a monté là-dessus, avec Thomas aussi, je pense, sur certains aspects. Marilyn, Mike, Mathieu et alors là, j'ai un bug. Toufik, pardon, excusez-moi, les adjoints et directeurs des structures pour la mise en place du projet, parce que ça vient bien évidemment après des relations qu'ils vont mettre en place avec les enseignants. Et je remercie les directrices d'école, bien évidemment, et les parents d'élèves aussi. L'inspectrice d'académie, ça c'est tout le monde, oui, mais ils ont participé. Mais le fruit du PEDT, c'est quand même le service animation dessus, il faut aussi saluer leur travail, oui. C'est important. Oui, tout à fait d'accord. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, une remarque. Comme vous, moi je vous salue le travail de M. Morissette, ainsi que tous les acteurs qui ont participé à ce projet. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation est essentielle dans notre société et que, comme vous l'avez indiqué, il faut en effet insister auprès des jeunes générations sur le développement durable, parce que c'est vraiment, je dirais, la clé pour les années à venir de la réussite, je dirais, du vivre ensemble dans notre commune. Je dirais que, aussi, moi j'ajouterais que ce PEDT
est un peu l'aboutissement de ce que nous avons essayé de faire tout au long du mandat. Ça a été difficile de le mettre en place puisque bon, on a connu quelques difficultés à organiser le service de la LSH avec les problèmes de direction qu'on a rencontrés. Pour recruter un directeur qui soit permanent, je dirais, pas qui reste quelque temps comme on a pu connaître, et que nous sommes satisfaits de pouvoir, avant la fin de ce mandat, avoir réalisé ce qui a été nos engagements lors de la campagne précédente. Donc c'est une étape importante et qui prépare le futur, l'avenir, pour les enfants qui sont actuellement au centre de loisirs et pour ceux qui le rejoindront plus tard. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre la validation du projet éducatif territorial tel qu'il a été présenté ce matin? Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Et merci Grégory pour cette présentation. L'urbanisme, bon, décision sur le droit de préemption, bon, vous avez l'habitude maintenant, quand la vente d'un bien foncier dépasse, atteint 500 000 € et dépasse 500 000 €, je suis obligé de demander l'avis du conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc il s'agit d'un bien cadastré Y numéro 523 qui est situé dans la zone d'activité du chef Saint-Fiacre et pour accueillir un groupement automobile qui s'appelle l'Exor, qui vendra de l'automobile de luxe et de très haut niveau. Donc c'est comme à chaque fois c'est l'EPAMA qui est propriétaire du foncier. Elle met en vente le terrain pour que cette activité se fasse, mais la commune peut faire valoir son droit de préemption ou pas. Donc elle n'a pas l'intention de le faire sur ce lot-là. Donc comme le prix de vente est supérieur à 500 000 €, je suis obligé de demander, et je le fais avec grand plaisir, votre accord pour ne pas justement préempter ce bien. Qui serait contre, à moins qu'il y ait des questions, mais je ne pense pas qu'il y ait des questions. Est-ce qu'on connaît à peu près le nombre d'emplois créés dans l'établissement? Il n'y en aura pas beaucoup, je peux dire une dizaine. Hein, il n'y a pas d'atelier mécanique, il n'y a pas assez plutôt... c'est commercial, c'est commercial. Il y aura, je pense, une dizaine de créations d'emplois. Ou dizaines d'emplois, peut-être pas tous créés, d'ailleurs, pas forcément créés. Donc si vous aimez les belles voitures, vous allez voir toutes celles qui nous font rêver. Qui serait contre? Ça me convient. Qui s'abstient? Qui est pour? Je peux donner l'autorisation de ne pas signer le DUP. Nous allons maintenant passer à 2 points qui concernent l'intercommunalité. Le premier point, c'est l'accord local portant fixation du nombre et répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Bien sûr, ça sera pour après les élections municipales de 2020, la recomposition du futur conseil communautaire. Actuellement, le conseil communautaire de Marne-et-Gondoire comporte 51 conseillers. Le nombre a augmenté tout au long de ce mandat en fonction des arrivées des nouvelles communes, puisque 4 nouvelles communes sont arrivées, qui ont rejoint la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, et on est tenu la communauté d'agglomération et chacune des communes est tenue de se prononcer sur la future composition du conseil communautaire, sachant que si ce n'était pas, si les communes ne répondront pas à cette obligation, la décision qui sera prise ensuite par le conseil communautaire sera définitive. Donc il y a l'application des dispositions du droit commun qui sont prévues aux articles 2 à 6 des articles L 52 11 6 1 du CGCT,
qui fixe à 57 sièges. Après, il y a la possibilité, par un accord local, dans des conditions qui sont aussi prévues par cet article 51.11.6.1 du CGSFT, pour les communautés de communes, de fixer leur nombre de sièges, sachant qu'elle ne peut pas dépasser un nombre maximum qui est de 25% des 57 sièges. En regardant, Tontine, qui en est actuellement à 51 sièges à côté de l'agglomération, si on ne se prononçait pas sur un nombre de conseillers, d'office serait appliquée la règle des 57. En regardant l'évolution des populations, les conseillers communautaires ont pensé qu'il fallait augmenter ce nombre, 51, pour prendre en compte les communes qui ont une population qui a évolué de manière significative, comme Pomponne, Chanteloup, Collégienne, Damar et Ferrières. D'ailleurs, une petite remarque, Marcel, Chanteloup n'apparaît pas dans le paragraphe de cet accord. Cet accord permettra aux communes de collégiens Damar Oui, et Ferrières. alors justement, parce qu'on avait précisé, dans les 57 sièges qu'on aurait par l'application de droit commun, nous, on a déjà 2 sièges. Donc logiquement, ça veut dire que là, on devrait avoir déjà 2 sièges. Non, c'est uniquement pour le prochain mandat. D'accord. Et donc, et pourquoi on n'apparaît pas dans le Parce qu'on les a même avec l'application des dispositions. Voilà. Là ne figure que l'accord local. C'était juste pour donner des sièges supplémentaires à des communes qui sont des strates de population. Collégiens, Damar et Ferrières, qui sont proches de populations comme nous et qui, à une dizaine d'habitants, ne peuvent pas avoir de siège. Voilà. C'est pour qu'un certain nombre, un conseiller représente un certain nombre d'habitants, et ça faisait un écart important pour les communes, les 3 communes qui sont citées là, s'il n'y en avait eu que qu'un conseiller communautaire. Donc le prochain conseil communautaire, donc 60 conseillers communautaires devraient siéger autour de la femme. Donc c'est cet accord local, tel qu'il est prévu par les textes, que nous vous proposons d'entériner ce matin. Une précision, les communes qui n'ont qu'un siège disposent toujours d'un suppléant. Voilà. Comme aujourd'hui, et c'est le cas de Chanteloup. Et chaque commune est représentée par un élu au bureau communautaire. Donc le bureau communautaire qui sera composé de l'ensemble des communes. Voilà. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ça ne change pas. C'est la représentativité des communes qui évolue. En bureau communautaire auquel j'ai participé exceptionnellement en ma qualité de maire, puisque c'est Pierrette qui est vice-présidente, à l'unanimité c'est fait pour pouvoir améliorer la représentation des communes qui en auraient été écartées, comme Collégiens, Ferrières et Damar. Donc ce qui porte le nombre de conseillers communautaires à 60, le siège est plus à 60. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Peut-être avez-vous des questions à poser ou des remarques à faire. Juste une, il n'y a pas de suppléant. Avec 2 sièges. Avec 2 sièges, il n'y a pas de suppléant. Puisqu'il y a la possibilité de donner un pouvoir. Pas d'autres questions? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre cet accord local qui porte le nombre de sièges distribués au conseil communautaire à 60, contre 51 actuellement? Qui serait contre? 57. Et oui, la voie normale, je rappelle, si on ne prononçait pas, ça fait 57. 60 ou 57, et ça fait passer le nombre de 51 à 60. 51 actuellement, à 60 après. Oui, mais c'est pas ça. Le droit commun, c'était 57. Voilà. Donc on est à 60. Et à 57, on avait quand même les 2. Ah, nous, oui, on avait les 2. Mais, Nous, on avait voilà. les 2. Donc, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Alors, nous avons maintenant à nous prononcer sur le programme local de l'habitat qui a été approuvé en conseil communautaire le 27 mai 2019. Quand vous avez reçu l'ordre du jour dématérialisé pour ce conseil de ce matin, vous aviez eu en pièces jointes deux dossiers qui sont très, très importants, très lourds. Un qui
établissait un diagnostic sur le territoire de Marne-et-Gondoire, le diagnostic du PLH en cours, qui était le tome 1, et sur le tome 2, la définition des orientations stratégiques et des programmes d'action à mener. Donc j'ai édité le tome 2, il est à disposition en mairie, si vous voulez le lire sur papier, c'est peut-être plus confortable que de le lire sur ordinateur. Il fait 128 pages, donc c'est un gros pavé. Donc nous avons à nous prononcer sur ce PLH ce matin. Le programme local de l'habitat est défini sur la base d'un diagnostic qui a été fait, donc c'est le tome 1 que je parlais, et d'orientation partagée, les objectifs et les principes de la politique intercommunale de l'habitat pour une période au moins égale à 6 ans. Il s'impose aux documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions du programme, c'est-à-dire les PLU. L'élaboration du PLH s'inscrit dans le cadre des articles L302.1 et suivants et R302.1 et suivants du Code de la construction et de l'habitat. Le programme de l'habitat local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire s'est construit en 3 étapes majeures, donc ce que je viens de dire, le diagnostic d'abord, ensuite les définitions des orientations stratégiques et les programmes d'action. Donc, au niveau des programmes d'action, il y a 4 orientations qui ont été définies. La première, c'est produire une offre de logement adaptée aux besoins du territoire afin de favoriser les parcours résidentiels. L'orientation numéro 2, c'est améliorer le parc existant. Donc, l'orientation numéro 3, répondre aux besoins des publics spécifiques. Et l'orientation numéro 4, c'est renforcer le suivi et l'animation du PLH en coordination avec les autres instances liées au logement. Donc l'orientation numéro 1, produire une offre de logement adaptée aux besoins du territoire afin de favoriser les parcours résidentiels. Il y a plusieurs actions à mener, c'est maintenir une production de logements répartis sur le territoire, favoriser la production de logements abordables et de petites typologies dans le parc social et privé, en locatif et en accession, pour répondre aux besoins des ménages en début de parcours résidentiel. Faciliter les parcours résidentiels en accompagnant les ménages à différentes étapes de leur parcours et en mobilisant mieux le parc existant, et développer les outils de dialogue portant vers un urbanisme négocié afin de préserver la qualité urbaine en limitant les coûts du foncier. Il y a l'amélioration du parc, l'orientation numéro 2, améliorer le parc existant, prévoit qu'il y a dans le parc privé ancien qui serait dégradé, il faut mobiliser l'ensemble des leviers existants pour lutter contre ces situations d'indignité, éviter les marchands de sommeil et la précarité énergétique et permettre de résorber les vacances en centre-bourg. Dans l'orientation numéro 3, répondre aux besoins des publics spécifiques, alors il faut renforcer l'offre à destination des personnes âgées et handicapées, maintenir les jeunes sur le territoire en expérimentant des dispositifs innovants et en développant une offre diversifiée de structures et d'accompagnement. L'orientation numéro 4, renforcer le suivi d'animation du PLH coordination avec les instances. L'action sera de mettre en place les instances partenariales et groupes de travail permettant d'animer la démarche PLH en lien avec les autres politiques transversales. Pour cela, on doit répondre à un certain nombre d'orientations qui sont fixées par des documents qui s'imposent d'office à la rédaction de ce PLH, notamment le SRHH, c'est le schéma régional d'habitat et d'hébergement. Donc les orientations définies par la CANG visent notamment à atteindre les objectifs fixés d'une part par le SRHH, donc et d'autre part par l'ensemble des documents cadres s'appliquant sur son territoire et rappelés dans le portrait connaissance de l'État. C'est-à-dire qu'il y a toutes les lois, les différentes lois qui ont été votées, les lois SRU, les lois Elan, qui imposent un certain nombre de directives, et notamment dans le non de construction de logement, et surtout ce SRHH, qui est le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, qui prévoit une production annuelle de 1150 logements neufs, dont 438 logements locatifs sociaux, dans le respect de la loi SRU, qui est de 25%, avec des minimums de 30% de PLAI, c'est les loyers les plus bas, et 70% de PLAI+, combinés. Il fixe également les objectifs de réhabilitation suivants, entre 350 et 450 logements privés individuels, entre 70 et 90 logements privés collectifs, entre 30 et 110 logements sociaux. Il doit prendre en compte aussi le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Là, c'est un sujet qui est toujours d'actualité à Marne-et-Gondoire, sachant que nous ne sommes toujours pas en conformité
la comité d'agglomération qui est compétente en la matière n'est toujours pas en conformité avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, puisqu'on a un déficit de 70 places nouvelles à réaliser, qui doivent être réalisées normalement sur 2 communes, qui sont Bussy-Saint-Georges pour 40 places et Montévrain pour 30 places. Mais cela prend aussi en compte des terrains familiaux qui vont être créés sur la commune d'Alès-sur-Marne, des logements adaptés qui ont été construits à Saint-Thibault, des logements pour sédentariser les gens du voyage. Et donc on a 28 familles installées et sédentarisées sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes qui doivent être relogées. Voilà les objectifs et surtout le SRHH qui est important. Donc cela amène une répartition, je dirais, théorique, je dis bien théorique, et je vais vous dire pourquoi ensuite, de construction de logements à venir pour le prochain PLH. Il serait théoriquement pour la commune de Chanteloup d'un nombre de 113 logements, dont 42 logements sociaux et 71 logements à caractère privé. Mais il est aussi fait remarquer que les communes qui, dans le PLH précédent, ont déjà construit beaucoup de logements, ce qui est le cas de Chanteloup, sont étudiés de manière un peu différente. Parce qu'il y a la dynamique de construction de logements qui s'est concentrée fortement sur les communes de Bussy-Saint-Georges, Montévrain, Lagny et Chanteloup. C'est le constat qui a été fait. Et toutefois, si les communes de Bussy-Saint-Georges, Montévrain et Lagny vont continuer à poursuivre dans cette voie, la commune de Chanteloup connaît un ralentissement normal de la production de logements, puisque nous arrivons au bout du foncier dont nous disposons pour pouvoir construire de nouveaux logements. Donc il est pris en compte de l'effort très important qu'a fait la commune de Chanteloup sur le précédent PLH, dans les objectifs qui sont fixés et qui ne seront pas forcément atteints, mais ce n'est pas, je dirais, dramatique pour la commune, puisqu'on a déjà largement rempli nos objectifs. Les objectifs, je dirais, prévus pour le PLH sur la période précédente. On a anticipé, si vous voulez, par la construction de logements. C'est un jeu de dire, c'est pour ça que je dis que c'est un chiffre théorique. Il faut répartir, pour que le PLH soit crédible et validé, un certain nombre de logements à construire, tant dans le parc privé que dans le parc social, sur l'ensemble des communes. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui jusque-là n'ont pas fait beaucoup d'efforts, vont être amenées à accentuer cet effort. Il faut qu'il y ait aussi une stratégie foncière convergente entre le SCOT et le PLH, parce que la CMG qui se distingue par la variété des profils communaux qui la composent, en raison de ces profils différents, l'armature urbaine a été définie dans le SCOT. Celle-ci répond à la philosophie historique du territoire depuis la création de l'agglomération. Cette philosophie s'inscrit dans un projet de territoire. Le projet de territoire, il a été défini sur plusieurs points, c'était bien sûr l'urbanisation, la mise en place d'activités économiques et la préservation de l'environnement. La cohérence de ce projet prend son sens dans le respect et la préservation de l'identité des communes. Donc, ce qui veut dire que ce que je disais précédemment pour la commune de Chanteloup, qui a contribué de manière significative à l'effort de construction de logements sur tout le territoire de Marne-et-Gondoire, bon, il va être pris en compte le fait que maintenant nous arrivons au bout de nos possibilités de construction. Ce projet et cette entité se sont construits sur la base d'une solidarité dans la réalisation des objectifs territoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les communes qui, jusque-là, n'ont pas du tout urbanisé ou très très peu, prennent en charge, justement, les objectifs fixés dans ce PLH. Il y a 3 grands pôles qui définissent les 3 profils des communes ont été déterminés. Un pôle urbanisé, c'est-à-dire c'est ce qui existe actuellement pour les communes comme Chanteloup, Collégien, Damar, Ferrières, Lagny, Pomponne, Saint-Thibault, Torigny. Les pôles urbains à fort potentiel, qui ont Bussy, Saint-Georges et Montévrain. Jusque-là, Chanteloup était dans ce pôle à fort potentiel, vu que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la commune a participé de manière significative à maintenir le PLH dans les objectifs qui étaient fixés. Elle a même été un petit peu au-delà parfois.
et dans les délais, la commune passe à un pôle urbanisé. C'est-à-dire qu'on va arriver à la fin de l'urbanisation. Les dernières opérations qui sortent sont les dernières. Je précise que nous, on s'est gardé quand même dans le PLU une zone qui sera baptisée 2AU, donc qui sera aménagée ultérieurement. Il n'y a pas de date fixée. Donc pour quand on verra qu'une récession de la population, on peut peut-être transformer cette zone 2AU en future zone urbanisée. Donc c'est pris aussi en compte par le PLH, puisque le PLU doit être conforme au PLH, et le PLH acte le fait que Chanteloup est un pôle maintenant urbanisé et qu'on va vers une phase de stagnation. Ensuite, des fiches qui caractérisent les communes ont été établies commune par commune. Donc je vais vous décrire, ça vous l'avez dans le document qui vous a été transmis, je ne sais pas si vous l'avez étudié. Donc au contact du pôle urbain à fort potentiel qui a largement porté la dynamique de développement de Marne-et-Gondoire, c'est ce que je viens de dire pendant les dernières années, Chanteloup-en-Brie a connu la plus forte croissance démographique de l'agglomération entre 2009 et 2014 et la plus forte croissance de son parc de logement. La trame urbaine retenue par le SCOT rattache désormais la commune au pôle urbanisé. C'est-à-dire qu'on est arrivé quasiment au terme de notre urbanisation. On a anticipé dans beaucoup de domaines à Chanteloup. Je disais tout à l'heure dans les orientations, on parlait d'hébergement pour le troisième âge. Chanteloup, l'EHPAD existe depuis toujours, mais on l'a favorisé sa réimplantation et son agrandissement, et on a créé une résidence senior. Donc c'est une chose qui, si vous voulez, qui utilise maintenant comme objectif, mais on a réalisé nous cet objectif avant sur le SCOT, le PLH précédent. Sa population est relativement jeune, ça on le sait, et du fait de cette croissance, le parc de logement de la commune est globalement récent. Donc on est moins concerné par de la réhabilitation de l'ancien. La part de logements de petite typologie, T1 et T2, est relativement faible. On a des T2, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a surtout favorisé la politique T2, T3. Et la ZAC du Chêne-Saint-Fer, qui était la dernière ZAC d'urbanisation, est le principal potentiel de développement pour la période du PLH. Le PLH écoulé et puis celui à venir, c'est les dernières constructions qui sortent. Nous sommes depuis peu déficitaire en matière de logements sociaux qui de la loi SRU. Notre pourcentage est quand même, je dirais, significatif, 23,7%, ce qui nous dispense à l'heure actuelle de payer une amende forfaitaire qui est fixée par l'État et par la préfecture. Chanteloup-en-Brie est déficitaire, donc je le disais, la commune connaît un faible taux de rotation sur les logements sociaux, notamment du fait de la forte tension du marché du logement. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense que les personnes qui s'installent à Chanteloup, ils trouvent qu'il y fait bon vivre et ne partent pas aussi facilement que cela. Donc le nombre de logements qui sont identifiés à venir sont, dans la ZAC du Chêne-Saint-Fer, 56 du projet Pierre Cru, dont le permis de construire n'est pas encore déposé. Et je dirais, on pourra prendre aussi en compte l'opération qui est en stand-by, puisque des recours ont été déposés contre le permis de construire sur l'ancienne zone U2 du PLU, où c'est 36 logements. Voilà. Donc nous avons aussi anticipé dans ce PLH un point qui sera mis en exergue dans le prochain PLH, c'est faciliter l'accession sociale. Chanteloup a 2 opérations, dont une qui s'appelle Terralia, avec 56 logements, je crois, si je ne me trompe pas, en accession sociale. Donc on a toujours contribué à maintenir, je dirais, permettre à la communauté d'agglomération de maintenir les objectifs fixés par ce qu'on appelle le SRHH
Et aussi, on a anticipé dans certains domaines la construction de géants émetteurs et la possibilité de permettre à la cession sociale des jeunes ménages. Donc voilà un petit peu le résumé de ce pavé de 128 pages. Bon, les noms, parce qu'il s'attache aussi commune par commune à faire l'état des lieux. Je pense qu'on peut être satisfait de la situation actuelle de Chanteloup, qui a respecté les lois, qui a respecté le SRHH et qui, maintenant arrive à son niveau, de construction de logements, on ne pourra pas aller au-delà. Même si on se garde cette zone AE2 pour beaucoup plus tard, il n'y a pas d'échéance prévue sur pour la construction de logements et le nombre de logements prévus pour cette zone. Je prends mon téléphone, là, parce que nous avons appris hier que Marne-et-Gondoire a reçu un diplôme au niveau de reconnaissance nationale sur la diversité, la biodiversité, voilà, sur le territoire. Donc c'est que nous œuvrons à travers Marne-et-Gondoire et les communes, dont Chanteloup, à justement améliorer l'habitat, améliorer l'environnement et le préserver surtout, et puis contribuer à la politique de logement, parce que les populations s'accroissent, il faut bien loger ces gens. La dynamique n'est pas la même il y a 20 ans ou 30 ans qu'elle est actuellement. La population augmente, la demande est importante. Marne-et-Gondoire veille aussi à essayer d'établir un ratio entre habitat et emploi. On n'a pas le chiffre idéal qui serait 1 en habitant à l'emploi. On n'en est pas très loin, on est entre 0,75 et 0,80. Donc il faut aussi continuer dans ces objectifs. Donc on crée de l'habitat, mais en même temps il faut faire venir aussi les activités pour pouvoir vivre et travailler sur place. Il y a des remarques qui ont été faites aussi, c'est évidemment la population s'accroissant, les besoins en équipement public augmentent aussi, donc ça doit être pris en compte dans la réflexion qui est menée sur le PLH pour que les communes qui participent justement à la réalisation des objectifs du PLH puissent pouvoir avoir des aides spécifiques pour les équipements publics. Et notamment, encore plus important, c'est surtout pour les transports. Les transports, on n'est pas trop défavorisés sur le secteur, nous, mais il y a des secteurs de Marne-et-Gondoire, notamment de l'autre côté de la Marne, qui sont des situations plus difficiles au point de vue des transports. Juste pour insister sur ce sujet, le bureau communautaire a exigé que dans le SCOT, qui lui voit l'évolution du logement jusqu'en 2030, soit repris dans le PLH d'ailleurs, que il n'y aura pas de logement si l'État ne s'engage pas à donner les moyens à l'intercommunalité de faire des équipements publics. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en exergue et ça sera, je pense, suivi. Et un deuxième point que tu as cité, c'est que maintenant on parle aussi de densité. Comme c'est important parce que on va vers le non-étalement urbain, l'État aussi exige une densité de logements. Et nous, comme on a dû faire plus de logements qui étaient prévus au départ à la ZAC, on est dans la bonne densité, donc on n'a pas non plus à faire du logement par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de communes sur Marne-et-Gondoire qui ne sont pas à la bonne densité, qui est de 15%. Il faut voir que, justement, ça doit être dans un détail. Oui, ces problèmes de densité et ces problèmes de lutte contre l'étalement urbain, ça amènera par la suite des évolutions dans les constructions en hauteur. Et quelque part, en ayant pris l'avance qu'on a prise,
avec notre révision de PLU qui est en cours et qui s'achèvera, même si ce n'est pas sur ce mandat-là, mais ça sera sur le prochain, on restera toujours dans les hauteurs qu'on a pu fixer, +2, plus comble au maximum, ce qui fait que, quelque part, on n'aura pas à réviser dans ce domaine-là pour monter, pour pouvoir justement faire face à l'augmentation du nombre de logements qui est nécessaire pour accueillir la démographie qui augmente. Donc c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. On arrivera à préserver l'environnement tel que nous l'avons toujours voulu le faire. Donc voilà ce que je voulais dire sur le PLH. Vous avez le document est à votre disposition, il est en mairie consultable, vous l'avez individuellement de manière dématérialisée. Donc maintenant je vous écoute, avez-vous des questions à poser ou des remarques à faire? Une remarque, la vraie problématique en fait, c'est pas tant finalement le nombre de logements qui est construit, c'est après plus notamment la circulation en fait, des personnes et comme vous l'avez indiqué, les équipements publics. Donc est-ce que l'État après tiendra sa promesse? Est-ce que l'État partagera davantage? Pour ne citer qu'un exemple, si on parle de développement durable, c'est vrai que le territoire de Marne-et-Gondoire est très en retard en ce qui concerne les pistes cyclables et les communes n'ont absolument pas de pistes cyclables qui permettent de passer d'une commune à l'autre. Alors c'est vrai que c'est un sujet important parce que... C'est pas terminé. Alors oui, il y en a. C'est juste une partie. C'est quand même très insuffisant aujourd'hui. Là, si on prend notre commune, pour prendre un exemple, pour rester factuel, si on veut aller vers Lagny, cette route est quand même très dangereuse quand on y circule à vélo. Aller vers Montévrain, bon, c'est un peu plus simple parce qu'on peut utiliser le chemin. Il y a la partie après Clos du Chêne, en effet, qui est plus aménagée, mais ça c'est un vrai sujet à développer et sur lequel il faut pousser parce que malheureusement, on construit, et puis après, comme vous l'avez dit, le constat est le même, c'est que les équipements publics suivent pas, sont à la traîne, qui financent, chacun se renvoie un peu la balle. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est... Bon. Alors, après, c'est juste un constat. Mais on fait le même que vous. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Le problème, c'est que maintenant, c'est tellement compliqué, en effet, de prendre des mesures, de choisir des mesures, parce qu'il faut trouver les financements, que ça n'aboutit pas. Et néanmoins, après, les utilisateurs se retrouvent un peu mis au pied du mur. Oui, non, mais de toute façon, le constat, on le fait ensemble. Ça a été d'ailleurs, les élus de Marne-et-Gondoire ont fait remonter ça dans les réunions que de travail. Donc on attend quand même des pouvoirs publics, de toutes les institutionnels, des aides pour pouvoir mettre surtout les réseaux routiers et le réseau de transport en commun adaptés à l'évolution de la population. Je serais moins, je pense que par rapport à ce que vous parlez des zones douces, il existe déjà sur Marne-et-Gondoire des zones douces qui évoluent, qui sont encore en train d'évoluer, qui n'est pas fini, qui prend en compte toutes les formes de déplacement, que ce soit piéton, que ce soit vélo, que ce soit même à cheval, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Bon, il faut laisser le temps que les choses se mettent en place et se développent. Oui, il y a des points sensibles, mais quand le projet de mise à 2 fois 2 voies de la RD 231 par exemple, il n'y avait pas une opposition du maire de Lagny de l'époque à vouloir voir l'élargissement de la dernière portion entre le giratoire de RD 231 et l'entrée de Lagny, il y aurait eu des pistes cyclables comme il y en a sur le RD 231 le long du Clos du Chêne qui nous permettent d'aller même vers l'hôpital de Jossigny. Donc voilà, il y a eu des oppositions politiques.
à un moment qui ont fait que tout ce qui doit être fait pour faire le transport en commun en site propre, il est pour le moment bloqué, momentanément bloqué. Mais autrement, une liaison douce vers Lagny était envisagée si le projet avait été amené à son terme tel qu'il avait été imaginé. Il y aura d'autres liaisons transversales à faire. Hein. Le Marne-et-Gondoire, il travaille, c'est une de ses missions de développer les liaisons douces. Je voudrais juste rajouter que la problématique de Champclou, pour être reliée, et à Lagny notamment, c'est le problème du bois de Chigny. Parce que Marne-et-Gondoire, elle ne peut rien faire dans le bois de Chigny, elle n'a aucun terrain. C'est l'AEV, c'est des propriétés privées. Donc là, il y a un gros... Ils cherchent comment faire pour relier... il y a une étude, mais bon, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais sinon, le schéma directeur des liaisons douces, il n'est pas terminé à Marne-et-Gondoire. Il est en cours. Il est bien avancé. Mais il est bien avancé, mais voilà, mais il faudra voir quand il sera complètement terminé. Mais il y a la problématique de Champclou, avec le bois de Chigny. Une des problématiques, d'ailleurs. Oui. D'autres questions, d'autres remarques? Je reviendrai après sur particulièrement sur ta question. Oui, remarqué que c'est rien dit. Oui, non, mais j'ai en partie répondu, mais je dois apporter des précisions à travers ta question. Donc, puisqu'il n'y a plus de remarques ou de questions, nous allons passer au vote. Qui serait contre l'adoption du PLH tel qu'il est proposé pour les années à venir jusqu'en 2024, je crois, 2024? C'est 6 ans. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Donc les communications du maire, je les cherche, parce que j'avais fait. Ici. Donc décision du maire prise en vertu des législations prévues à l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc le 15 avril, des décisions de non-préemption sur les parcelles B766 rue des Valérianes et AB 219 rue de la Meunerie. Le 18 avril, signature d'un contrat pour la réalisation d'évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de révision du PLU avec le cabinet Biotope. J'en profite pour rappeler aux membres du comité urbanisme que nous avons une réunion lundi à 17h ou 17h30, je sais plus, 17h, où le cabinet Biotope viendra nous présenter l'étude telle qu'ils l'ont faite avant la fourniture du rapport fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Le cabinet CDHU, qui est le cabinet qui travaille sur le PLU, sera présent aussi. Donc le montant du contrat est de 9 928,20 € hors taxe, soit 11 913,84 TTC. Donc bon, délai de 5 mois à compter de la réception du bon de commande signé, c'est la durée de l'évaluation environnementale. Les modalités de paiement, 40% à la commande pour signifier le début de la mission, 30% à la réalisation de la moitié des prestations, 20% à la fin de l'émission de terrain, donc on en est là, et 10% au rendu final, comme je disais, qui interviendra de 5 quinzaine de juillet. Le 23 avril, décision de non-préemption sur les parcelles B132, 261, 270, lot 19, 28, 38, 39, 43, avenue de la Jonchère. Décision de non-préemption sur la parcelle B79P, 10, avenue du Bois de Chigny. Le 25 avril, signature d'un contrat de location véhicule Twingo par l'ISPLAN. Bon, certains véhicules arrivent au bout des 3 ans de location, donc on les renouvelle. Il y en a 2 qui ont été renouvelés, vous l'avez, il se suit le deuxième aussi, c'est le Trafic et le Twingo. Le Kangoo, c'est dans les semaines qui viennent. Le 14 mai, signature d'un contrat d'assurance avec, bien sûr, les 2 véhicules que je viens de citer, le Renault Trafic et la Twingo. Bon, c'est les renouvellements de contrat, ils passent de l'ancien véhicule sur le nouveau. Le 20 mai 2019, décision de non-préemption sur la parcelle B896 allée des 3 allées des Ombres et sur la parcelle YA292 rue de la Ferme des Pavillons. Et le 23 mai, encore 3 décisions de non-préemption sur les parcelles YA352 25 avenue du Chêne Saint-Fiacre, B703 706 avenue du Bois de Chigny et AB84 rue des Deux. Voilà.
L'ordre du jour est terminé et j'en viens à la question orale posée par Christian Jaillet, qui était libellée de la sorte. Je souhaiterais connaître dans les zones U2, U4, 2AU, AUZ du PLU, le nombre de logements déjà construits et habités, le nombre de logements en cours de construction, le nombre de logements en projet, permis non déposés en études actuellement, ainsi que les dates de fin de travaux de chaque programme. Les projets ou les permis de construire qui ont été accordés en 2019 doivent être inclus dans le PLH 2019-2024, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et se soustraire des 42 logements sociaux sur le 14 logements à venir. Oui, c'est ce que le dernier permis que j'évoquais, qui n'est pas encore déposé, c'est le permis de l'opération Pierre Cru. Et puis celui qui est en stand-by avenue de la Jonchère. Alors, les logements construits sur le territoire communal, ça c'est la réponse. Sur la zone U4 du futur PLU, la Saint-Michel-Saint-Fiac, période avant PLH 2011, 677 logements autorisés entre 2006 et 2011, soit 94 pour Bouygues sur les lots 1.1 et 1.2, 83 pour Résidétudes, 53 pour Kaufmann d'Évraude, 147 logements I3F, 26 pour Partenat, 31 pour CFH, 62 pour ICAD, 45 pour Arte Nova, 45 Spirit et 91 pour la Girandière. Alors, ce sont toutes les opérations qui sont terminées, livrées et habitées. Sur le PLH 2011-2018, 2013, 35 logements livrés en 2015 et logés. C'est l'opération Bouygues et Guacchini. Plus 50 logements LGA livrés en 2017. 2016, 30 logements pour I3F, livrés en avril 2019. Plus 62 logements Terralia en cours de construction. 2017, 46 logements I3F en cours de construction, plus 58 logements expansiels en cours de construction, soit 280 logements avec des livraisons qui vont vraisemblablement intervenir en courant 2020 et début 2021. Et pour le PLH 2019-2024, ce qu'on vient de dire, les 56 logements en PC non déposés, le logement en terre crue, qui sont faits par Spi Batignolles. Alors, la zone U2 du PLU actuel n'a accueilli qu'un seul projet de construction de 36 logements, c'est celui qui a fait l'objet d'un recours administratif où les pétitionnaires ont été déboutés. Ils ont choisi de saisir le Conseil d'État pour attaquer la décision du Conseil administratif, donc ça va encore retarder les délais. Mais ce permis est valide, de 36 logements. Si le Conseil d'État décide d'ailleurs de statuer, parce que c'est pas dit que le Conseil d'État statue, il va se prononcer dans les mois qui viennent, sur l'utilité ou la validité du recours déposé. Soit il classe sans suite, soit le Conseil d'État se prononcera et ce qui arrangera encore les délais. La zone 2AU du futur PLU est vierge de construction et nécessitera une procédure de modification du PLU pour être constructible. C'est la réserve foncière que je parlais tout à l'heure. Et enfin, la zone AUZ du futur PLU n'accueille aucune construction de logement car c'est une zone d'activité. Voilà les réponses que j'apporte à ta question et je pense y avoir répondu de manière exhaustive et complète. Est-ce qu'on pourrait avoir une diffusion sur papier? Pardon? Avoir une diffusion sur papier. Ça paraît dans le compte rendu, ça paraît pas. Le compte rendu sera fait, ta question ça figurera et ma réponse y figurera aussi. Voilà. Merci. Ben, de rien. Je vous remercie de votre attention et avant de clore cette séance du conseil municipal, je voudrais remercier Thomas Moindreau, pour qui c'est le dernier conseil, puisqu'il n'y aura pas de conseil avant fin septembre et Thomas aura rejoint sa nouvelle collectivité. Et donc, il a travaillé chez nous depuis le 1er juillet 2015, si je ne me trompe pas. Donc, jusqu'au 1er septembre 2019, il aura organisé les services, il a participé au conseil en tant que DGS. Et je voudrais que nous le remercions tous pour ces années passées au service de la commune de Chanteloup-en-Brie et lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle collectivité. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre accueil et je vous remercie de m'avoir collectivement donné cette chance de participer à ce type de travaux et avoir pu participer également à la restructuration et à la réorganisation de certains services. Je pense que c'était des volontés que vous aviez et je suis ravi d'avoir pu y participer. Merci à tous. Merci Thomas. Cet après-midi, il y a la kermesse de l'école, 14h30, dans 13h30, 17h30. Et puis il y a les 10 ans des crayons de couleur. Voilà.
Je vais aller les voir, je vais m'excuser, mais voilà. Il est 11h24 et je déclare close la séance du conseil municipal de ce samedi 22 juin 2019.